soirée 50 minutes sur TV Finance et Boursorama. Nous accueillons Julien Nebenzal. Bonjour. Bonjour. J'ai voulu ne pas écorcher votre nom de famille, résultat, c'est d'autres mots que j'ai écorchés. Je rappelle que vous êtes le président de Future Investment Managers, qui est notamment une société spécialisée en gestion, enfin qui est spécialisée sur la finance comportementale. Vous allez peut-être commencer par nous expliquer ce grand principe économique qui est très utilisé aujourd'hui pour pallier un peu les risques les incertitudes des marchés. Oui, alors la finance comportementale, c'est une discipline qui existe depuis une petite trentaine d'années, qui a commencé en fait il y a 30 ans et qui s'appuie maintenant sur une recherche académique depuis 20 ans. On a eu notamment des prix Nobel dans cette discipline. Le premier, c'était en 2002 avec Daniel Kahneman, qui est un psychologue, mais qui a eu un prix Nobel en économie, c'est une chose assez rare. On a eu ensuite en Parce que les deux sont liés, justement, comme on essaye d'anticiper des comportements. C'est tout le sujet, justement, c'est tout le sujet. En fait, toute la finance s'est développée à partir des années 60 sur la théorie centrale de l'efficience des marchés, qui elle-même repose sur un postulat simple, c'est que l'agent économique ou l'agent financier, c'est-à-dire celui qui achète et vend des voitures ou celui qui achète et vend des actions, donc l'agent économique est toujours rationnel, c'est-à-dire qu'il optimise toujours toutes ses décisions. Et la réalité qu'a montré notamment Daniel Kahneman à la fin des années 90, début des années 2000, c'est que les décisions ne sont pas justement toujours rationnelles. Elles peuvent l'être même majoritairement d'une certaine manière, mais elles ne le sont pas toujours. Donc on a des moments où les décisions des acteurs économiques ou des acteurs des marchés financiers ne sont plus rationnelles, ne sont plus dans leur intérêt financier strict. Et en fait, ce sont des décisions qui sont prises sur la base de biais comportementaux. Le biais le plus connu, celui qui est souvent cité en exemple, c'est le biais de mimétisme. Quand en fait il y a une incertitude et qu'on ne sait pas tout à fait que faire, on regarde ce que le voisin fait et s'il fait quelque chose, on se dit que puisqu'il fait quelque chose, eh bien c'est qu'il sait ce que nous ne savons pas. Donc on a tendance à l'imiter, à le mimer. Ça peut sembler d'ailleurs assez rationnel, mais la conclusion financière, elle ne l'est pas. On est bien dans un processus qui ne dépend pas de facteurs mathématiques ou de compréhension de l'environnement, mais simplement d'adaptation de soi-même par rapport au comportement d'autrui. Donc ça, c'est un grand exemple. Mais la finance comportementale est allée vraiment bien au-delà. Ce sont des points très simples. On a eu donc notamment en 2013 le prix Nobel de Robert Shiller. Donc lui, il a travaillé sur l'exubérance irrationnelle, un mot qui était ressorti déjà dans la bouche d'Alan Greenspan en 1996. Donc il a essayé d'exposer comment on en arrivait à des phénomènes de bulles et de dégonflement. Il l'avait fait pour expliquer la crise des subprimes, Alan Greenspan, à l'époque. Il avait parlé d'exubérance financière. Alors, la première fois qu'il en a parlé, c'était en 1996, mais effectivement, au moment des subprimes, toute cette théorie est revenue. Alors, c'est pour ça que le prix Nobel de 2013 pour Shiller fait vraiment du sens du point de vue académique, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte en 2008 et en 2009, pendant ces 2 années, on s'est rendu compte qu'aucun des modèles de la finance classique n'avait résisté à la crise. C'est-à-dire qu'il y avait de l'irrationalité sur tous les compartiments, qu'il s'agisse du change, des matières premières et des marchés d'actions. Le seul marché qui restait à peu près stable et homogène, c'est le marché obligataire. Et encore, c'est un sujet qui, à mon avis, en recherche académique, va s'ouvrir. Et puis, on a tellement perçu que le comportement permettait d'expliquer les marchés beaucoup plus que la notion de valeur. C'est-à-dire la notion de valeur la plus simple pour une action, par exemple, c'est je prends son bénéfice actuel, je fais une hypothèse sur le bénéfice futur, et puis j'escompte à aujourd'hui la valeur. C'est-à-dire j'actualise ce qu'on appelle les flux futurs. Et donc j'obtiens un chiffre. C'est une vision mathématique, rationnelle, extrêmement simple. Et donc ça me permet, quand je fais ça pour toutes les valeurs, de savoir lesquelles sont pas chères et lesquelles sont chères. Comme ça, je peux acheter ce qui est pas cher et vendre ce qui est cher. Ça, c'est la base de la finance classique. Et donc, on a compris en fait que ces éléments n'étaient pas du tout suffisants pour expliquer les marchés financiers. Et là, on est allé vers quelque chose de très fort en 2017 dans le monde de la finance. C'est qu'on a donné le prix Nobel à Richard Thaler. Et Richard Thaler, donc c'était l'an dernier, en 2017, et Richard Thaler, c'est vraiment la figure de proue de la finance comportementale et de l'explication de l'évolution des marchés financiers, non pas par des notions de valeur, mais par des notions de comportement. Alors, comme vous êtes un peu un expert sur ce qui est anticipation, perception des marchés financiers, grâce à cette théorie de la finance comportementale, vous allez nous dire, vous, quelle est votre analyse, votre regard sur quelque chose qui a tendance à inquiéter, enflammer un peu les marchés financiers, l'inflation, et quelle en est la perception?
Alors oui, le premier élément qui nous permet, nous, de travailler sur des faits comportementaux, c'est un élément de faits qu'on appelle collectifs, et qui sont aussi connus dans le jargon économique comme la notion de cycle. L'idée est de dire qu'une foule, un groupe d'individus, en fait, a aussi... Mon micro qui est tombé. Vous nous parlez de cycle économique. Voilà. L'idée, c'est de dire qu'il y a dans les comportements des foules des phénomènes qui vont dans un sens puis dans un autre, comme le flux et le reflux d'une marée. Donc les cycles durent, on les a observés depuis environ 150 ans, il y a plusieurs économies qui ont travaillé là-dessus. Les cycles peuvent durer 3 ans, peuvent durer 10 ans, peuvent durer 25 ou 30 ans. Et en matière d'inflation, on n'a pas de cycle de court terme. On ne sait pas ce qui peut se passer, personne n'a trouvé quelque chose de significatif, et je dirais même ni de moyen terme. On n'a que des choses qui sont de très long terme. Alors la lecture du cycle de l'inflation est la suivante. On met en général un peu plus de 20 ans pour éliminer, éradiquer l'inflation dans une économie, qu'elle soit locale, si on prend le cas des USA, ou même globale, puisqu'aujourd'hui on est vraiment sur quelque chose de totalement connecté au niveau économique. Et puis on met en même temps une bonne vingtaine d'années à faire ressurgir l'inflation. Donc c'est des choses qui sont extrêmement lentes, hein. C'est la durée d'une génération. Et on se souvient, pour ceux qui étaient là ou qui ont fait des études, on se souvient que dans les années 80, toutes les politiques monétaires et économiques, hein, les gouvernements voulaient lutter contre l'inflation, faire baisser l'inflation. On était sur des niveaux d'inflation de plus de 10% en Occident. Et puis, on est aujourd'hui à une situation qui est diamétralement inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut impérativement faire revenir de l'inflation. Et on est bien dans cette opposition de cycle entre, il y a un peu plus de 20 ans, on voulait faire disparaître cette inflation et maintenant on veut la faire réapparaître. Alors, la question c'est est-ce que l'inflation va réapparaître? Et la réponse c'est du point de vue de la lecture des cycles, bien sûr. La réponse est oui, l'inflation va réapparaître. Mais l'inflation qu'on voulait faire disparaître, c'était les stigmates de l'inflation galopante ou qui avait traumatisé notamment l'Allemagne. Aujourd'hui, on est sur une inflation très encadrée. On est dans des taux entre 1,5 et 2%. Alors il y a le vœu pieux d'une certaine manière d'avoir une inflation qu'on peut contrôler en valeur. La réalité historique, je ne dis pas qu'on n'y arrivera pas demain, parce qu'on est toujours capable de progrès, mais la réalité historique, c'est qu'on n'arrive pas à contrôler la valeur de l'inflation. À partir du moment où on en a, on ne peut pas définir le niveau qui sera sur l'inflation. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu, et il n'est pas du tout dit que la politique monétaire puisse arriver à réguler correctement, justement encadrer ce niveau d'inflation. Donc quand je dis que l'inflation va réapparaître, on peut se dire qu'elle réapparaîtrait peut-être de manière assez significative. Ceci étant, je parle bien de cycles très longs, une vingtaine d'années, et donc à aujourd'hui les marchés ont pris conscience du retour probable de l'inflation. À mon avis, c'est ce qui s'est passé là très récemment, au cours des 3 derniers mois, mais ce retour va prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'à mon avis, il n'est pas nécessaire de se préoccuper encore en 2018 et probablement en 2019 d'une inflation qui serait soudainement galopante. Et d'ailleurs, il y a un débat chez les économistes en ce moment qui est de dire, effectivement, par exemple aux USA, le chômage est très bas et pour autant, il n'y a pas de tension salariale aussi forte que ça. Alors un point, justement, vous parliez des États-Unis, on a vu depuis le début de l'année une forte correction sur les actions internationales. Ça a commencé quand on a appris le taux d'inflation des salaires américains, justement. Voilà, c'est là que le marché a pris en compte le fait que tout d'un coup il peut y avoir le début d'un enclenchement d'un processus d'inflation, dont je dis donc pour ma part qu'il va prendre de toute façon beaucoup de temps et qu'il n'y a pas du tout le feu dans la maison. Mais c'est à partir de là qu'on vous a dit quelle est l'évaluation globale des marchés d'actions. Parce que si mon inflation progresse un peu, donc mes taux vont remonter de manière un peu plus significative, ce qui s'est fait tout de suite. Sur les marchés obligataires, les taux se sont ajustés, ils ont pris environ 50 centimes sur le 10 ans. Et en fait, on revient là à la notion de valeur. À partir du moment où les taux montent, eh bien la valeur des actions, toutes choses égales par ailleurs, a tendance à baisser. La seule chose qui puisse faire monter les actions dans ce contexte, c'est une amélioration encore plus forte des profits. Et on sait qu'aujourd'hui, notamment aux États-Unis, on est sur des niveaux de marge en fait, des entreprises qui sont extrêmement élevés, alors que la croissance n'est pas si exceptionnelle. Elle est là, elle est positive, elle est supérieure à 2%, mais enfin on n'est plus sur les rythmes qu'on a connus il y a 10 ans ou il y a 15 ans, de type 4%. Donc c'est pour ça qu'il y a un phénomène d'ajustement. Alors ce phénomène d'ajustement, il pourrait se produire de manière à peu près ordonnée, je dirais tranquille, mais il n'a pas pu se produire de manière ordonnée et tranquille parce qu'au même moment, et ça c'est un autre point de la finance comportementale, au même moment sur les marchés d'actions, on avait un sentiment qui était un sentiment d'euphorie. Alors l'euphorie sur les marchés actions, ça signifie que
tous les acheteurs possibles achètent ce qu'ils trouvent sous les yeux. Et on avait une hausse qui était devenue parabolique sur le marché américain, c'est-à-dire qu'on montait quasiment tous les jours, aucune correction. Toutes les statistiques, vous avez pu certainement commenter dans votre émission, eh bien ça traduisait cette euphorie. Alors au moment où vous avez une euphorie qui est assez forte et vous avez un phénomène correctif naturel qui vient ici des marchés de taux, bah vous avez une correction vraiment puissante, profonde, rapide et émouvante, puisqu'on a perdu entre le sommet et le creux 10% aux États-Unis. Ce qu'on a pu observer donc en début d'année. Alors très rapidement, un dernier petit mot avant de se quitter sur les perspectives selon vous pour le prochain trimestre sur les marchés. Je crois qu'un choc comme celui qu'on vient d'avoir, c'est un choc qui va laisser des traces, et à mon avis sur 2 ou 3 trimestres. Donc je pense qu'on va être assez chahuté et volatile. Ceci étant, pour les gens qui aujourd'hui se posent la question là pour les 2-3 semaines qui viennent ou le mois et demi qui vient, on est dans une phase de rebond, et cette phase de rebond, même si elle va rester volatile, ne me semble pas encore terminée. Donc je dirais pour le court terme plutôt positif pour la détention d'actions, raisonnablement confiant aussi pour les obligations, parce que je pense qu'on a déjà beaucoup monté en taux. Mais en revanche, si je me situe sur tout 2018, il faut s'attendre à une nouvelle crise assez significative, je pense. D'accord, on retiendra alors votre message de prudence. Merci Julien Nebenzal. Je rappelle que vous êtes président de Future Investment Managers.